Hugues Morel, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Pour rappel, vous êtes président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui interviennent, vous ou des témoignages tous les mois sur RCF Sarthe dans le Mag Écho. Et aujourd'hui, nous allons pour cette deuxième émission de l'année aborder un sujet qui touche à la pensée sociale chrétienne. Il me semble, de mémoire, qu'on n'en a pas encore parlé, c'est le parler vrai. Ah oui, alors le parler vrai, c'est pas une des 6 dimensions de la pensée sociale chrétienne, mais on va dire que c'est transversal. Ça traverse absolument toutes les dimensions. On va parler du parler vrai et de son contraire. Voilà, on va parler du parler vrai et de son contraire. Donc, on va commencer par le parler vrai. Pratiquer le parler vrai, c'est dire la vérité, quelle que soit la situation. Je donne donc une définition. Je pratique le parler vrai quand je dis à la personne concernée ce qui est ajusté à la réalité. La vérité, c'est ce qui est ajusté à la réalité. Donc, en fait, il y a un processus dans mon cerveau qui est de 3 étapes. Il y a le fait qui survient, mon intelligence qui en prend connaissance, et ensuite ma bouche qui énonce le résultat. 3 étapes, le fait, la prise de conscience, j'allais dire, et ensuite la prise de parole. Alors, on va parler d'un exemple où on est quand même dans le parler vrai, même si on a dit quelque chose qui est faux. Ça arrive ? Ça peut arriver. On va dire dans ce cas-là, je commets une erreur de bonne foi. J'énonce un fait, mais il est faux. En énonçant cette erreur, je crois pourtant dire le vrai. Et vous voyez, c'est l'intention qui est importante. J'avais l'intention de dire le vrai. Je me suis juste trompé. Je me suis juste trompé. Alors, il reste à savoir quelle est ma part de responsabilité dans l'acquisition de cette connaissance erronée. Et là, je vais vous donner un exemple qui est tout à fait simple. Si je dessine un 6 et que je vous le montre, mais que vous avez la tête en bas. Je veux voir un 9. Vous allez voir un 9. Voilà. Si maintenant, je vous dis, qu'est-ce que vous avez vu ? Je vais dire, j'ai vu un 9. J'ai vu un 9. Mais si vous regardez le contexte, vous allez voir que j'ai dessiné un 6 et à côté, un 4 et un 2. Et dans ce cas-là, même si vous avez la tête à l'envers, qu'est-ce que vous allez me dire ? Soit je dis que j'ai un 6, voilà. Soit je me trompe, soit je mens. Voilà. Soit je ne sais pas lire. Si vous dites que c'est un 6, c'est parce que vous avez pris en compte le contexte. Je vois le sens des chiffres. Mais si vous n'avez pas pu prendre en compte le contexte, vous êtes resté sur cette idée que c'était un 9. Donc si je vois le 6 avec le contexte, le 4 et le 2, j'ai le sens. Si je vois juste une feuille avec ce 6, de mon côté, naturellement, ça serait un 9. Voilà. Et il faudrait que vous ayez à ce moment-là peut-être la curiosité de dire, mais c'est tout ? Il n'y a pas autre chose à côté ? Parce que là, j'ai un doute. D'où l'importance du contexte. D'où l'importance du contexte. Et l'importance, dans un dialogue, de rechercher le contexte. Vous voyez ? Parce que, par exemple, quand vous avez un dialogue de recadrage entre un manager et un collaborateur, le manager arrive, il est persuadé que son collaborateur a fait un loupé. En gros, il y a un 9 pour lui. Mais il n'a pas les éléments du contexte. Il doit demander le contexte. Il doit le demander. C'est une histoire d'humilité. Parce qu'il peut très bien dire, moi je suis le patron, je sais tout par définition, donc j'ai vu un 6, point barre. Mais le patron aussi doit se remettre en question. Il doit pouvoir se remettre en question et simplement poser la question, disant, mais explique-toi. De mon point de vue, c'est un 6, mais je me trompe peut-être que je ne sais pas tout. Et là, le collaborateur va expliquer qu'il y a un 4 et un 2, et peut-être qu'à ce moment-là, donc, il va pouvoir facilement convaincre le manager que, non, c'était pas un loupé. Est-ce que le parler vrai, ça touche dans le monde de l'entreprise à la réserve, le droit de réserve, le devoir de réserve ? Est-ce que c'est lié ? C'est lié. C'est même très important parce Comment ? que vous allez voir que ce sont des cas de figure où on n'est pas obligé de dire ce que l'on sait. On est peut-être même obligé de ne pas dire ce que l'on sait. Voyez ? Donc, j'applique mon devoir et mon droit de réserve lorsque j'omets d'exprimer une vérité bien présente dans mon intelligence. Je vais la cacher totalement ou partiellement dans un certain nombre de cas. En fait, on en a retenu 3 dans lesquels vous êtes quand même dans le parler vrai. C'est très important. Donc, par exemple, j'ai promis de ne rien dire d'un fait personnel entendu en tête-à-tête. Quelqu'un me dit, dis donc, un tel, là, il avait l'air en mauvaise santé, j'ai vu que tu lui avais parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Si c'est sous confidence, vous êtes tenu de ne rien dire.
Mais est-ce qu'on peut ne rien dire? Est-ce qu'il n'y a pas des façons de dire qu'on ne va pas dire, en fait? Alors, vous Sans pouvez très perdre bien l'auditeur, oui. dire, au lieu de dire un mensonge et de dire non, il va très bien, il n'y a aucun souci, vous pourriez simplement dire, écoute, je suis dans la confidence, ce sont des sujets dans lesquels l'interlocuteur m'a dit qu'il me faisait confiance, donc je ne dirai rien. Et si la personne me force encore plus dans mes retranchements, je vais finir par lui dire, écoute, va lui demander. Mais moi, je suis muet comme une tombe. Sinon, quelle crédibilité je pourrais avoir auprès de mon premier interlocuteur, vous voyez ? Donc, si c'est dans cette confidence, j'ai pratiqué le parler vrai. À aucun moment, je n'ai dit de mensonge. L'autre cas de figure, c'est dans les sujets stratégiques, bien sûr. Hein. Par exemple, je suis au courant, parce que je suis directeur stratégique d'une entreprise, que le patron ou les grands patrons décident de la fermeture d'un site. C'est un secret très lourd à porter, ça. C'est un secret qui est très lourd à porter, mais j'ai le devoir de réserve. Pourquoi ? Parce que c'est pas la peine d'affoler les personnes. On va préparer de l'accompagnement, on va peut-être faire des choses, un certain nombre de choses pour que ce soit plus facile de pouvoir entendre dans un meilleur contexte ce qui est en train de se faire. En attendant, je dois être muet comme une tombe. Hein. J'ai même signé quelque chose, j'ai signé un devoir de réserve. Vous voyez ? Et puis, il y a un troisième cas de figure qui, heureusement, ne se produit plus aujourd'hui, mais en temps de guerre, vous allez tout de suite voir de quoi je parle, c'est lorsque je dois protéger quelqu'un. Hein, on a eu des cas de figure où les justes, ceux qui avaient caché des juifs, lorsque les nazis venaient chez eux et leur disaient « Est-ce que vous cachez un juif ?» Évidemment, là, ils disaient « Bien sûr que non », alors qu'en fait, c'était un mensonge. Hein. Mais c'était pour eux, le devoir de protéger la personne était supérieur au devoir de dire la vérité à quelqu'un qui était hostile. C'est à peu près un des seuls cas où on peut et doit mentir. Il y a un autre cas aussi, c'est lorsque vous avez une personne qui est en fin de vie ou une personne qui est extrêmement mal et que vous savez que si vous dites à cette personne ce qui lui arrive véritablement, vous allez empirer les choses. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement délicat parce que c'est peut-être aussi une croyance que vous avez. Et peut-être que la personne a le droit à la vérité. Mais en tout cas, voilà, un cas de figure dans lequel on ne vous en voudra pas et on n'aura pas l'impression que vous êtes sorti du parler vrai. Donc, là, on est dans le parler vrai. Que peut-on dire maintenant du contraire ? Alors, le contraire, c'est lorsque vous transformez la réalité. Ça, c'est le premier cas de figure. Ou alors, carrément, lorsque vous mentez. Alors, transformer la réalité, c'est des choses qui arrivent souvent dans les négociations. C'est utiliser des figures et des procédés de la dialectique pour amener mon interlocuteur à douter de sa position et ainsi arriver à mes fins. Bon. Et puis, il y a un autre cas où je transforme la réalité, c'est quand j'apporte des éléments étrangers à la vérité factuelle. Par exemple, en exprimant un jugement ou encore en exprimant des émotions. Donc tout ça, c'est connu dans l'analyse transactionnelle, on parle de parents, adultes ou enfants. Ici, il faudrait s'en tenir à la vérité factuelle, donc avec une attitude adulte pour ne pas sortir du parler vrai. Voyez ? Et puis enfin, l'étape ultime, c'est le mensonge. Alors, il y a le mensonge. Donc le mensonge, c'est simple. On le sait en général très très vite parce qu'on a une conscience qui nous attaque là-dessus et qui nous dit « tu viens de mentir ». Je mens lorsque je trompe volontairement mon interlocuteur en lui cachant la vérité ou en lui délivrant consciemment une information fausse qui l'induit en erreur. C'est donc de ma part non pas une erreur, mais une faute, parce que c'est intentionnel. Et dans le mensonge, je trahis la réalité. Je trahis mon interlocuteur d'ailleurs, et je trahis la réalité. Alors, ça arrive malheureusement dans les négociations sociales ou dans les négociations commerciales. C'est par exemple le client ou le prospect qui vous dit « mais oui, mais dans tel cas de figure, est-ce que
vous allez, comment ça va se passer? Est-ce que mon assurance va véritablement rentrer en compte? Vous savez très bien que c'est un cas où l'assurance ne va pas rentrer en compte, mais vous dites à votre interlocuteur, ça va bien se passer. Alors qu'en fait, en réalité, non. Et là, on n'est plus dans le parler vrai. Et là, vous êtes carrément dans le mensonge. Et parce là, que ça ne va pas bien se passer puisque vous n'allez pas le couvrir. Donc, vous voyez. Et puis, dans les négociations sociales, c'est au moment où, justement, vous arrivez à dire quelque chose qui est faux. Par exemple, on ne va jamais fermer le site. Vous voyez, vous êtes poussé dans vos retranchements et vous vous êtes senti obligé de dire non, on ne va pas fermer le site. Mais là, c'est le début de la fin, quoi. Hein. Ensuite, donc, vous avez évoqué la dialectique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails, nous en parler plus longuement? C'est un sujet qui est vraiment intéressant pour nous, les dirigeants, parce que c'est une façon subtile qu'ont nos interlocuteurs parfois de ne pas pratiquer le parler vrai. Et donc, il vaut mieux en connaître les attributs pour anticiper et trouver comment les combattre. Je vais vous donner un exemple qui est très connu, on l'emploie souvent dans le langage courant, c'est l'amalgame. Par exemple, je vous cite une phrase que j'ai entendue, « Le gouvernement et son allié objectif, le patronat, ont décidé que l'âge de la retraite serait porté à 64 ans. » Eh bien non, le patronat n'est pas l'allié objectif du gouvernement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Eh bien non, le patronat n'a pas le pouvoir de décider. Car peu importe s'ils ont ou pas de l'influence, c'est factuel, c'est le gouvernement qui décide. Exactement. Donc pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Et lorsqu'il y a amalgame, eh bien vous allez induire la personne en erreur. Et on n'est pas dans le parler vrai. Et vous sortez du parler vrai. Tout ça, c'est intéressant. Ce que je vous propose, c'est de visiter les attributs de la dialectique dans une future émission. Mais là, avec plaisir. Dernière question. Est-ce que le dirigeant peut s'engager à pratiquer le parler vrai dans toutes les situations, ou est-ce qu'il y a des situations où il doit mentir? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de situation qui requiert de notre part de mentir. C'est-à-dire? Lorsque le dialogue est tendu, d'abord, c'est vital pour le dirigeant de garder son intégrité en tant que dirigeant chrétien, ou non d'ailleurs, ne serait-ce que pour ne pas détruire sa crédibilité. Donc déjà, c'est un premier point. Il n'a absolument pas intérêt à le faire. Imaginez donc la situation où nous savons que nous devrons fermer un site industriel à moyen terme. Les conditions ne sont pas encore réunies. Nous décidons d'anticiper, en particulier pour préparer nos collaborateurs et les accompagner dans leur mutation. Les représentants du personnel veulent savoir. Nous les informerons en transparence le même jour et juste après les membres de la hiérarchie, avec le plan sur 2 ans pour que les conséquences humaines de la fermeture soient le moins douloureuses possible. Ce que je vous cite, c'est un cas avéré. Nous informons les membres de la hiérarchie. Pour conserver leur légitimité, ils ont l'information en premier, ils ne sont donc pas pris au dépourvu. Nous pratiquons le parler vrai en ne disant que ce qui est connu et acté et en omettant ce qui n'est encore qu'optionnel ou à l'étude pour ne pas inquiéter inutilement les salariés. En faisant ça et en suivant ce processus, nous restons dans le parler vrai et à aucun moment nous mentons. Et pour finir, donc, toutes les émissions avec les EDC entrepreneurs et dirigeants chrétiens sont à retrouver en podcast sur rcf.fr. Et je reviens là-dessus, on refera une émission sur les attributs de la dialectique. Merci Luc Morel. Avec plaisir. Voilà, merci Paul-Joseph, au revoir.